Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Salut à toutes et tous, c'est bientôt la fin de l'année, mais non, on travaille encore et aujourd'hui on vous propose une nouvelle interview. Hyper heureux de recevoir notre cher Rémi, comment vas-tu ? Salut Yacine, ça va ? Ouais, qu'est-ce que t'as monté ? Mais plante-nous le paysage, où sommes-nous d'ailleurs ? On est dans les bureaux de DataShake, une agence en marketing digital, mais je vais t'en dire plus après. Bon, tu sais ce que je vais te dire. On va commencer par cette magnifique paire qu'on peut voir en pleine caméra. Alors concrètement, si on travaille chez DataShake, est-ce qu'on a le droit d'avoir une Air Force One ? Alors, si on a travaillé chez DataShake et qu'on était là lors des 3 ans, on a eu le droit pour l'anniversaire à une Air Force One qui est... Donc c'est pas dans la fiche de poste. C'est pas dans la fiche de poste, mais si tu as envie de postuler que tu veux une paire, tu me dis et peut-être que je peux m'arranger. Ah, bah écoute, je suis sûr qu'il y a des employés de DataShake qui nous écoutent. Donc messieurs, dames, si vous faites du 42,5 et que vous ne portez pas vos shoes, et pire, que vous n'aimez pas le bleu ou le blanc, eh bien j'adore les sneakers. Bon bref, trêve de plaisanterie. Alors déjà, agence, est-ce que c'est scalable ? C'est un peu la question que j'ai envie de te poser. Et après, on va parler de ton parcours et de comment t'en es arrivé là. Alors, c'est une vraie question. Je trouve que par définition, une agence est moins scalable qu'un produit SaaS ou tech, puisque une agence, pour se scaler, elle va devoir recruter. Et le recrutement, je trouve que tu as un temps incompressible, tu vois, d'aller chercher des gens, de faire des entretiens, de les ramener dans les bureaux, etc. etc. C'est ça votre plus gros asset ? On arrive à bien le faire, on arrive à bien recruter, on arrive à bien identifier les profils. On a aussi beaucoup de candidatures. Okay. Ça, c'est une chance, c'est-à-dire qu'on a des agences sur le marché qui n'ont pas autant de candidatures que nous, donc on n'a pas besoin d'aller faire un gros travail de recherche de candidats, c'est plus eux qui viennent à nous. Okay. Mais en fait, quand tu as un produit SaaS où tu peux créer un compte de façon tout automatisée sur un site et tu vas payer en ligne et puis après tu as accès au service, par définition, c'est beaucoup plus scalable que nous. Donc, je ne dirais pas qu'une agence n'est pas scalable parce qu'il y a des agences qui ont réussi à le faire. Et c'est notre mission, c'est de le faire. Mais oui, un SaaS, tu vois, où tu achètes ton abonnement à 49 € par mois, c'est beaucoup plus facilement scalable que nous. On va parler de comment tu es rentré dans l'entrepreneuriat, tout ça, mais je prends un peu les questions un peu éclatées, classiques, Yacine. Mes auditeurs le savent. Pourquoi tu as choisi de créer un business ? Quand je t'ai demandé le plus gros asset, en fait, je parlais vraiment d'humain, de capital humain. Pourquoi tu as choisi ça plutôt que faire un produit scalable ? Sachant que tu es passé par Google, ouais. Plusieurs produits scalables. En fait, je vais pas te mentir, si on n'était pas passé par Google, je dis on avec mon associé Anthony, si on n'était pas passé par Google, je pense pas qu'on aurait monté une agence. Et donc, on n'a pas raisonné en se disant on va monter un business dont le principal atout, c'est l'humain, donc c'est les consultants. Mais on s'est plutôt dit, qu'est-ce qu'on a développé comme compétences dans notre expérience professionnelle ? Où est-ce qu'on a développé un réseau ? Et en fait, par définition, on en a déduit que parce qu'on avait été bon chez Google, parce qu'on avait pu apprendre énormément sur tout ce milieu-là du marketing digital, on avait développé un réseau auprès des CMO, des traffic managers, donc des gens qui sont dans ce métier-là. On en a déduit que le plus smart, c'était de monter un business en réutilisant tout ce qu'on avait appris au préalable. Donc, après, bosser dans un business où l'humain est au cœur du réacteur, ça ne nous déplaît pas du tout. Mais on n'a pas forcément raisonné comme ça. C'était de l'opportunité, en gros. C'était un raisonnement intellectuel où on s'est dit que pour favoriser nos chances de succès, c'était quand même plus smart de se dire on va capitaliser sur tout ce qu'on a appris et pas se lancer sur un SaaS, tu vois, rien à voir, où on n'aurait pas forcément su comment faire. T'as passé combien de temps chez Google ? Et d'ailleurs, c'est là-bas où t'as rencontré ton associé ? Exactement, j'ai passé 4 ans chez Google, 2 ans à Dublin, qui est le siège européen. Et c'est là-bas où j'ai rencontré Anthony. Ça paye pas de taxes, on sait. Je ne sais pas. Ça me regarde pas. C'est pas mes histoires. Mais en tout cas, 2 ans là-bas à Dublin aussi, où j'ai rencontré Anthony. Et après 2 ans à Paris, au siège français. Ouais. Où j'ai eu un autre métier, mais c'était aussi... C'était quoi justement tes fonctions là-bas ? Et la question que je veux te poser, qui m'intéresse, c'est quand tu as quitté Google, vous vouliez monter une boîte à 2, mais vous saviez pas quoi. Et c'est là où vous vous êtes dit, ok, autant capitaliser sur nos expériences.
À quel moment, au bout de 4 ans, il y a une limite en fait? Et comment l'entrepreneuriat est vu? Alors l'histoire, elle a commencé, c'est marrant parce que je connaissais pas Anthony avant qu'il arrive chez Google. Ok. Et C'est quoi son profil Anthony, il a fait Maths Sup, Maths P, et ensuite il a fait une école de commerce. Et après, il a bossé en marketing digital, donc il a déjà commencé à bosser dans ce milieu-là, en stage. Et en fait, il cherchait un job. Et moi, j'avais mis un post sur LinkedIn disant Google recrute, si vous connaissez des gens, n'hésitez pas. Un mec le tag, donc dans le commentaire du post. Et j'avais tellement de commentaires, etc., que je vais pas m'amuser à aller écrire aux gens qui sont dans les commentaires. J'attends que les gens m'écrivent, tu vois. Comme on sait que Google, c'est une boîte qui a assez demandé. Et je ne sais pas pourquoi, je peux pas te l'expliquer. Il se trouve que ce jour-là, j'ai décidé d'écrire à Anthony, qui avait été tagué par un ami à lui. Donc lui, il ne m'a pas écrit en direct. C'est moi qui lui ai écrit en lui disant « Écoute, j'ai vu qu'apparemment, il y a un copain à toi qui t'a tagué sur mon post. Donc j'en déduis que tu cherches un post chez Google. Viens, on en parle. » On en parle. Et après, donc, je l'ai fait rentrer dans les entretiens et dans le process. Il a été pris chez Google. Même team que toi ou pas du tout? Même team que moi. Okay. Dès qu'il est arrivé, du coup, comme on a eu ce premier lien, on s'est assez bien entendu. On a très vite connecté. Et en fait, dès le début, on s'est dit que tous les deux, on voulait monter une boîte à un moment. On ne savait pas quoi, on ne savait pas quand, mais on s'est dit qu'on voulait le faire. Et puis après, on a tous les deux avancé dans nos parcours respectifs. Donc lui dans une sous-équipe de Google, moi dans une autre. Okay, tu peux nous en parler juste, c'est très market? Alors c'était en fait, on travaillait dans la division Google Ads. Ouais. Donc en fait, on s'occupait de clients Google Ads. Lui s'occupait d'agences, d'agences un peu comme nous aujourd'hui, et donc il traitait ces agences avec ces agences-là. Et moi, je m'occupais d'un programme startup où en gros, on accompagnait un batch de startup qui changeait tous les 3 mois et on les aidait à se développer sur Google Ads. Ah, ok, trop drôle. Ok. Vous avez bossé ensemble 2 ans, c'est ça? Donc on a bossé ensemble 2 ans, on est resté en contact, et puis après, moi, je suis parti au bureau de Paris. Donc lui est resté à Dublin. Ah, ok, d'accord. Et on s'est quand même tenu au courant de ce que chacun faisait, etc. Jusqu'à un moment où on s'est dit qu'on voulait changer un peu de vie. Lui avait besoin de rentrer en France également par rapport à sa femme. Et donc c'est à ce moment-là où on s'est dit c'est peut-être le bon moment de monter. Alignement des planètes, quoi. Exactement, et c'est parti. Question, je t'en ai parlé, ma sœur qui a bossé chez Google, t'as touché un billet sur le recrutement? Bien sûr. Allez là, c'est un beau billet, il me semble. Hein. Ok, trop cool. C'est le principe, mais toutes les boîtes tech, de façon générale, ont des incentives pour les employés qui vont, pour la cooptation. Donc, chez Google, à l'époque, c'était un peu plus de 3 000 €, mais je sais que ça a baissé. Mais donc, et c'est le running joke avec Anthony de je lui ai jamais donné sa part des 3 000 € que j'ai touché. Et il te la réclame encore en equity aujourd'hui? Non, ça va. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voudrais parler 30 secondes de Google. Je voudrais comprendre comment une culture d'entreprise chez Google peut insuffler autant à des personnes qui viennent de rentrer, de vouloir déjà monter une boîte. Et est-ce que c'est tabou en interne de dire non, moi je suis de passage pour 2-3 ans, mais je sais que je veux monter ma boîte plus tard? Je trouve que tu as 2 types de profils chez Google. Tu as les personnes qui vont arriver chez Google et qui vont être un petit peu brainwashé et être rentré tout de suite dans le moule, tu vois, et adhérer tout de suite à l'identité de Google, adhérer à la philosophie de Google, etc. Et qui du coup vont avoir du mal à en sortir parce que plus tu rentres là-dedans, et en fait Google est une super boîte, mais ils font tout vraiment pour que tu t'appropries la boîte, pour que tu t'impliques le plus possible, etc. Et donc, plus ils vont rentrer là-dedans, plus ils vont avoir du mal à en sortir. Et donc, je connais des gens, et c'est pas du tout négatif ou une critique, c'est juste un choix. J'allais dire, il y a un côté secte un dedans. Peu, mais des fois c'est reproché, et toutes ces boîtes tech, c'est un peu reproché. Et donc, en fait, ces gens-là vont rester longtemps, ils vont faire des grandes carrières, souvent 5, 10, 15, 20 ans, dans des boîtes comme ça. Et puis après, tu as un deuxième profil, auquel je m'identifie un peu plus, c'est tu arrives chez Google, tu es obligé d'y adhérer quand même un minimum parce qu'ils font tellement bien les choses avec les infrastructures qu'ils proposent, avec toutes les ce qu'on appelle les perks, donc c'est les avantages salariés, etc. Donc tu es obligé d'y adhérer. Mais au bout de, je dirais, 2-3 ans, tu commences un peu à prendre du recul et tu te dis, super d'avoir toutes ces perks-là, d'avoir des super bureaux, j'ai plein d'anecdotes que je raconte souvent sur tout ce que tu peux avoir chez Google. Mais à un moment donné, tu te dis, ça c'est sympa, mais c'est pas ça qui va faire que je suis épanoui. Donc c'est bouffe gratuite, un massage par mois. Un massage par mois, t'as Napping pod, tout gratuit sur le lieu de travail. À chaque étage, t'as une table de billard, t'as une table de ping-pong. Tu sens que j'ai saigné les campus. Je sens que tu y allais à Londres plusieurs fois. J'ai fait Paris, Londres, Shanghai. Ouais, je crois que c'est tout. J'ai même fait j'ai dormi dans la napping pod à Londres. Bref,
C'était la petite parenthèse. Et donc, assez rapidement, vous commencez à en parler. Est-ce que, petite question comme ça, mais tu as d'autres collègues chez Google qui ont monté des boîtes? On en a, bien sûr, on en a, Ok. qui n'ont pas forcément monté des agences comme nous. On en a qui ont monté des produits SaaS, on en a qui ont monté alors, des agences, mais pas de marketing digital, des agences de conseil en sales, par exemple, en commercial. Ah, ok, d'accord. Mais alors, historiquement, il y a des agences comme nous qui ont été fondées par des anciens Google, mais disons qu'on est la dernière, c'est-à-dire que celle la plus récente avant nous, elle doit avoir 5-6 ans de plus que nous. Donc on est vraiment la dernière agence créée par 2 anciens de Google, tu vois, dans notre métier, en tout cas dans le marketing digital. 2019, on est d'accord? 2019, la création. J'avoue, c'est sur le paillasson juste derrière moi, donc j'ai triché. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, quand tu rentres chez Google, c'est quoi le mot entrepreneuriat pour toi? En fait, je l'ai un petit peu touché du doigt quand j'étais en école de commerce. T'as quel âge quand tu rentres chez Google? J'avais 22 ans. Ouais, c'est jeune. En stage. J'ai commencé en stage. Ok. Et donc, en fait, j'avais un peu touché du doigt l'entrepreneuriat quand j'étais en école de commerce, à Kedge exactement. Je ne dirais pas entrepreneuriat pur parce qu'en fait, c'était plus des projets d'entrepreneuriat. Donc, on avait monté avec deux amis, un projet d'entrepreneuriat. On avait gagné un concours d'entrepreneuriat sur un système de MOOC, donc d'éducation en ligne, tu sais, tu pouvais accéder à des cours en ligne. Bref, et donc on avait gagné un peu ça. Puis après, j'avais lancé un autre projet avec un ami de marque de vêtements. Mais voilà, ça n'avait jamais décollé. Donc c'était plus des projets un peu annexes pour se faire kiffer qu'un vrai projet business, tu vois, où il y a une volonté de scaler, d'être. Donc tu ne te considérais pas entrepreneur à ce moment-là? Je pense que j'avais des skills et un mindset d'entrepreneur de par certains attraits, tu vois, mais d'un point de vue purement professionnel et de mes projets, pour moi, c'était pas encore de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que tu faisais pas d'argent? Parce que j'étais pas à 100% là-dessus, j'étais pas focus à 100%. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est si jamais tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu veux en faire en tout cas que c'est une vocation et que tu veux réussir là-dedans, tu peux pas et à la fois être en école de commerce, avoir des cours toute la journée et sortir le soir, et puis après bosser 2 heures tous les 2-3 jours, tu vois, sur un projet annexe que tu espères un jour qui va monter. Donc pour moi, si tu veux vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, il faut s'y donner à fond. Et donc par défaut, tu vas devoir y allouer un certain minimum de temps, et ce temps-là, moi, je ne l'allouais pas du tout. Mais on est d'accord que sans ces... Donc tu m'as parlé au moins de 2 projets, jamais d'attaché avec nos rêves de jour. En vrai. Ça aurait peut-être vu le jour, mais il y a des learnings que j'ai eu pendant ces petites expériences-là que j'aurais dû apprendre pendant DataCheck, donc peut-être que je serais allé moins vite. C'est quoi? C'était le commitment? Ça aurait été quoi les basic learnings? Commitment, teamwork, tu vois, c'était la première fois que je bossais avec des gens sur un projet avec un business model derrière, donc ça enclenche plein de choses. Donc c'est pas pareil que quand tu as un projet de travail, tu vois, pour un cours d'école de commerce. Donc là, il y avait un vrai business derrière. Il y a comment tu réfléchis au nom de la boîte, au business model, au logo, c'est qui tes clients, c'est qui ta cible. Tu vois, si tu réfléchis pas de la même manière, je trouve. Bon, je rigole depuis tout à l'heure parce que là, c'est le moment. Genre, en vrai, je te titille, mais je me titille moi-même. Moi, je suis entrepreneur ou pas, maintenant que je suis full-time sur ce podcast? Ouais, bien sûr, je trouve que tu es entrepreneur. Non, il y a pas. Pourquoi? Parce que la question, moi aussi, j'ai eu j'appelle beaucoup ça syndrome d'imposteur, mais même me sentir illégitime de me dire entrepreneur. D'ailleurs, je rêve d'une chose, c'est de le mettre sur LinkedIn, mais je peux pas encore. Genre, pour moi, j'ai même pas créé ce podcast, donc je me sens illégitime. Pour autant, pendant 3 ans, j'ai enregistré le soir, je gérais tout de A à Z, même s'il n'y avait pas d'argent. Et puis là, commençait à avoir de l'argent, je suis full-time dessus, j'embauche des gens, super. Mais à quel moment, moi je sais, à titre perso, quand j'ai commencé à avoir de l'argent et que j'ai embauché des gens, oui, je me suis considéré entrepreneur. Mais je ne le suis pas devenu du jour au lendemain quand même. Mais attention, tu peux complètement être entrepreneur si tu n'es pas à 100% là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, dans mon cas, à ce moment-là, je trouvais que j'y mettais pas assez de temps pour me considérer entrepreneur, tu vois. Okay. Mais après, tu as d'autres personnes qui vont pouvoir allouer une telle charge de travail et un tel effort dans ce qu'ils vont faire que ça peut être des entrepreneurs. Et à côté de ça, ils peuvent avoir un job, tu vois, 9 to 5 et ils ont un métier à côté. Et puis après le soir, ils sont entrepreneurs. Donc, c'est pas une condition... Ça veut pas dire que tu passes 100% de ton temps là-dessus. Voilà, pas forcément. Mais dans mon cas à moi, il se trouvait que je trouve que j'y allouais pas assez de temps pour m'adosser cette étiquette d'entrepreneur. Tu m'as dit quand on a préparé ce call, car oui, c'est de l'impro, mais quand même, on prépare un peu nos interviews. Tu m'as dit que tu avais un côté très commercial. On va pas parler maintenant de ça. On va juste avant, je veux comprendre, je sais pas si c'est entrepreneur ou entreprendre.
mais j'ai envie de leur apporter d'un point de vue mindset, des choses qui sont pas tangibles. Comment tu le décrirais, et de manière très subjective, mais pour toi, tu vois, peut-être que c'est différent avec ton associé, par exemple. Comment je décrirais cette notion d'entreprendre ? Ce mindset, plus cet état d'esprit vraiment de j'entreprends, je suis entrepreneur, peut-être qu'elle a évolué aussi entre tes 22 ans et on ne trahira pas ton âge aujourd'hui. Mais c'est quoi ? C'est pas palpable, mais... Je trouve c'est assez corrélé à la prise de risque déjà. Okay. Je pense que un entrepreneur, par définition, il va avoir une aptitude à prendre des risques qui va être un peu plus élevée que, disons, la moyenne des Français. Quitter Google, c'était une prise de risque ? Ah oui, je trouve. On peut en reparler. Mais en tout cas, oui, c'est une prise de risque. Perdre tous ces perks. Voilà, perdre la salle la table de ping-pong, quand même, c'est un gros risque. Mais non, blague à part, je pense que c'est un risque parce que tu quittes un job... avec des conditions assez favorables, donc pour te lancer dans un truc où t'es pas sûr de toi. Ouais. Donc c'est un risque en soi. Mais donc je pense que la prise de risque, c'est un premier trait des entrepreneurs. Je pense que le côté commercial, je trouve qu'un entrepreneur, par définition, à un moment donné, il devra vendre. Même si il va recruter des super commerciaux, une super équipe commerciale, s'il est lui-même commercial, ça va l'aider. Dans sa croissance et dans le développement de sa boîte. On en parle beaucoup, mais donc du coup, un entrepreneur qui crée un produit, où ils peuvent être plusieurs, tu pars du principe que la team fondatrice devrait être la première à vendre ce produit dès le départ et ne pas embaucher un sales pour ça. Je trouve que c'est toujours mieux, parce que quand c'est toi qui as créé ta boîte, tu t'en parles différemment qu'une personne que tu vas recruter, parce que c'est toi qui l'as portée, c'est toi qui l'as construite depuis le début. Donc c'est le storytelling. Ouais, je trouve qu'il y aura personne qui sera mieux placé que toi pour le raconter, pour dire comment tu l'as vécu et comment du coup tu peux le vendre à quelqu'un d'externe. Après, à un moment donné, c'est bien de recruter quelqu'un, un sales pour prendre le relais, mais je trouve qu'au début, il n'y a pas meilleur vendeur que un des cofondateurs. Et est-ce que tu dirais, j'ai envie de te dire pourquoi, donc on parle de storytelling, mais c'est quoi du coup ? C'est pas palpable, donc c'est juste, tu dirais qu'à 50% c'est de l'émotionnel quand tu as une boîte qui vient de se lancer, qui est jeune, qui n'a pas fait ses preuves, et qu'un premier client est un early adopter et fait confiance. Je pense que dans le storytelling, tu as de l'émotionnel par définition. Et donc, en effet, il y a raconter une histoire de pourquoi cette boîte-là a été créée, pourquoi c'est toi qui l'as créée, comment tu l'as imaginé, pourquoi tu as pris ce choix-là et pas ce choix-là, c'est quoi la valeur ajoutée que tu vas apporter à tes clients, c'est quoi ta vision sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Donc, dans tout ça, il y a un peu de l'émotionnel parce que comme tu viens de créer ta boîte, en effet, il n'y a pas de matière, t'as pas de track record, donc tu n'as pas grand-chose à vendre si ce n'est une histoire et si ce n'est de la confiance que tu as envie de générer chez ton interlocuteur. Donc, je pense qu'au début, c'est de l'émotionnel, puis plus on avance dans le temps, plus ta boîte grandit, moins c'est de l'émotionnel, puisque plus tu avances, plus tu as du chiffre, plus tu as des cas pratiques, tu as des cas clients, etc., etc. Très, très, très clair. J'ai une question à 1 million. Est-ce que le marketing en général, on va pas faire un cours, mais concrètement, ça peut marcher s'il n'y a pas de l'émotion dedans ? Si on est très pragmatique, tu as ce problème, je te donne cette solution, fin de l'histoire. Tu vas toujours me trouver un contre-exemple d'une campagne marketing qui a marché et qui n'est pas particulièrement émotionnelle, mais quand même, en général, les meilleures campagnes marketing, ou en tout cas celles qui ont le plus d'impact, c'est parce qu'elles ont généré une émotion chez la personne qui a visionné la campagne. Ça peut être pas forcément une émotion positive, tu vois, ça peut être une émotion négative, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, mais les meilleures campagnes marketing en général, et on le sait naturellement, elles font un effet, elles font un truc, tu vois, t'en ressors pas indemne entre guillemets. Tu penses à une campagne ou pas là? Je sais pas si t'en as une en tête. Je sais pas si moi je trouve que c'est très bateau, mais les campagnes Burger King, alors du coup l'émotion que ça génère pour moi c'est le rire, tu vois, ça te fait rigoler. Buzzman derrière. Buzzman qui sont très forts. Ouais. Les campagnes Burger King c'est un classique, tout le monde les connaît, tout le monde les a déjà vues, mais elles sont quand tu les lis, il se passe un truc, tu vois, et tu t'appropries la marque différemment. En plus, t'as envie de la lire maintenant. Tu tu la vois même sur LinkedIn et tout. Tu as envie de voir ce qu'ils disent. Et maintenant, dedans. ils ont tellement été bons que quand t'en vois une, t'as envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont préparé cette fois-ci. Tu vois, tiens, comment ils ont innové cette fois-ci par rapport à tel produit, tel événement. Donc, et ça vient de l'image de marque en fait. Ça vient de l'image de marque et ça vient, je pense, Buzzman a beaucoup de crédit à mon sens puisque c'est eux qui réfléchissent à la manière dont ils tournent les choses, la formulation, l'angle humoristique justement. Donc, c'est une agence de créa Buzzman. Hein. Ouais. Bon, vous c'est pas pareil. Non.
Allez, raconte-moi un petit peu. Bon, on a fait une belle mise en intro, là, je pense, une mise en abîme. Tout à l'heure, tu en parlais, mais tu disais, ouais, je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi tu veux monter ta boîte. Alors, pourquoi vous avez monté DataShake ? On a monté DataShake parce qu'en fait, quand j'étais chez Google à Paris, mon job, c'était de former les agences. Et donc, j'allais toutes les semaines voir les agences qui m'étaient attribuées, qui étaient les Big Six. Donc, les Big Six, c'est les plus grosses agences de France. Havas, WPP, Publicis, etc. Putain, c'est te dire à quel point je connais le Big Four compta, tu vois. Le Big Six, c'est l'équivalent en marketing. Okay. Et donc, en fait, moi, mon job, c'était de les former et aux produits Google. Et donc, je me suis rendu compte en allant chez eux qu'il y avait en fait un vrai déficit, disons, de compétences et peut-être de méthodologie et de process en interne dans ces agences-là par rapport à ce que nous, on préconisait en étant chez Google. Ils n'appliquaient pas toutes les bonnes pratiques, elles n'étaient pas toutes au point de l'innovation, au point de ce qu'il fallait faire sur les campagnes Google, etc. Et donc, en fait, c'est ces agences-là qui étaient les plus connues, qui avaient les plus gros clients, mais qui avaient un niveau de compétence en interne qui n'était pas suffisant aux yeux de Google. Et donc, en fait, on s'est dit qu'avec Anthony, il y avait quand même un truc à jouer à ce niveau-là. Donc, ils n'optimisaient pas leur utilisation de vos outils, en fait. Ils n'optimisaient pas leur utilisation. Quand il y avait une nouvelle fonctionnalité qui sortait, ce n'était pas les premiers à l'utiliser. Alors qu'à mon sens, quand tu es une des plus grosses agences de France, que tu gères des gros clients comme Air France, McDonald's, etc., c'est toi qui es censé faire profiter à ces plus gros clients des dernières nouveautés, des dernières innovations et des meilleures méthodologie de travail. Mais les problèmes, excuse-moi de t'interrompre Rémi, juste pour comprendre, c'est un problème de process, parce que c'est des grosses boîtes, c'est compliqué, ils sont pas agiles. Est-ce que c'est des problèmes en termes de pédagogie de Google qui a peut-être pas assez... Ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. Damn. En plus, j'allais te dire, en fait, j'allais seconder, c'est que Google, tu tapes n'importe quoi sur les sites, en général, c'est assez bien expliqué. Pourquoi ils le faisaient pas ? Et pourquoi, malgré tout l'effort de Google qui est de propulser des nouveaux produits et d'en parler, de communiquer dessus, pourquoi certaines agences, je ne sais pas si c'est en fonction de leur taille, on parlait des process, pourquoi ils ne prennent pas le créneau ? Et pourquoi on a besoin d'humains ? Tu as deux raisons. Tu as en effet une question de taille qui est que plus tu es gros, et c'est des agences de plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers, sur le métier en tout cas de gestionnaire de campagne Google, plus c'est compliqué de contrôler les process, plus c'est compliqué de contrôler le niveau de compétence de chacun, de faire en sorte que chacun soit bon, etc. Tu as une notion de taille qui fait que à un moment donné, c'est compliqué d'avoir un très haut niveau de compétence quand tu es 500, 600, 700. Et deuxièmement, je pense qu'aussi, il y a un peu une zone de confort, tu vois, où ces boîtes-là ont l'habitude d'avoir des deals sur plusieurs années avec des clients. Donc, en fait, quand tu as un deal sur 5 ans, sur 10 ans avec Air France, du coup, tu t'es un peu plus dans ta zone de confort et t'es un peu moins enclin à en sortir. Tu prends pas de risques. Voilà, tu es plus tranquille, tu te fais moins challenger. Et donc, tu n'es plus entrepreneur. Ouais, voilà, voilà. Mais donc, du coup, okay. Quand tu es une agence comme ça, t'es moins incentivé, disons, à prendre des risques, à innover. Et donc vous, le créneau, en quoi l'humain répond ? C'était quoi parce qu'on a parlé de process, ouais. On a aussi parlé de connaissances. On a ce constat-là et on se dit, on est deux anciens de Google, on connaît bien notre métier, on en a vu des centaines de cas d'entreprises, de ce qu'il faut faire dans tel cas, dans tel secteur, etc. On en a vu plein des agences, on a vu comment elles évoluaient, etc. On a une carte à jouer en arrivant sur le marché, en étant deux anciens de Google et en ayant une approche qui est un peu plus à la pointe de la technologie, comme je le dis, donc vraiment qui suit les bonnes pratiques de Google et pas que, puisqu'on ne s'occupe pas que des campagnes Google, mais de tous les autres leviers. Donc, par exemple, damn, j'allais le casser. Bon, le petit trophée Meta, voilà. Certified Company. Par exemple. Et donc, on s'est dit qu'on allait avoir un niveau de service premium par rapport à des agences concurrentes et qu'on allait mettre vraiment l'accent sur l'humain. Donc, tu mets l'accent sur l'humain, tu mets l'accent sur le niveau de compétence qui est parmi les meilleurs du marché. Et tu mets l'accent sur des méthodologies de travail, tu vois, qui font leurs preuves, des méthodologies d'A/B testing qui permettent d'avoir des meilleures performances. Tu combines tout ça et à la fin, tu as un niveau de service qui normalement est plus élevé que le marché. Bon, il y a des petits bruits, mais tout le monde travaille. On est en mercredi. Voilà. Avant de rentrer dans vraiment cette zone d'expertise et comprendre tout ça, horrible ma question. En quoi vous êtes légitime ? Non, mais si tu peux nous donner des petits chiffres, qu'est-ce que vous avez fait depuis 2019 de beau ? Depuis 2019, on a au total géré plus de 100 millions d'euros de budget publicitaire. Donc, si tu combines tous les budgets gérés de tous nos clients, ça totalise un peu plus de 100 millions d'euros de budget. C'est combien de clients, ça ? Au total, depuis la création de la boîte, on a dû travailler avec peut-être 400 clients.
Ok. Et c'est quoi les cycles, juste pour comprendre, ça reste combien de temps une mission chez vous? Alors ça va dépendre. La majorité de nos clients, on est sur des missions à durée indéterminée. Ok. Et on est sans engagement. Donc on a tous nos clients qui peuvent démarrer avec nous puis arrêter quand ils le souhaitent. Ce qui nous permet à nous de nous imposer tu vois, de constamment se challenger, de jamais se reposer et d'éviter exactement ce qu'on a vu chez Publicis et chez Havas où en fait ils ont des contrats sur 5 ans donc ils peuvent se permettre de se reposer. Donc on évite ça. Mais donc, en moyenne, un client, il va rester, je dirais peut-être 3-4 ans. Mais la boîte a été créée il y a à peu près un peu moins de 5 ans. Et on a des clients avec qui on travaille depuis le jour 1 qui sont encore là. Donc, c'est compliqué de te donner un chiffre précis. Allez, on continue sur les petits chiffres. Je sais pas ce que tu peux nous dire. Non, tu nous as dit 100 millions. On est donc 100 millions. On est une équipe de quasiment 50 personnes. Okay. On a donc actuellement un peu plus de 200 clients. Dont des grosses boîtes comme Europcar, comme Siemens, comme Air Liquide, comme donc des boîtes assez traditionnelles. On aime bien aussi travailler. C'est français, Siemens? Siemens, c'est pas français, non. Non, j'allais te demander. C'est allemand. Ok, donc vous bossez. Et on peut bosser avec des boîtes étrangères, donc on bosse typiquement avec Siemens. Vous êtes en Belgique aussi, hein, on a un bureau en Belgique, on a un bureau en France, donc là où t'es. Mais donc l'idée, c'est qu'on peut complètement travailler avec des boîtes étrangères avec leurs entités françaises. Et donc, typiquement, Siemens, on travaille avec leur entité française et leur entité belge. D'accord, donc c'est du francophone only que vous faites? Non, on fait aussi du néerlandais, du flamand. Mais c'est la culture plutôt européenne que vous taclez à ce niveau-là. Européenne, alors je parle pour Siemens, après pour d'autres clients, on fait, je crois qu'en interne, on a 8 ou 9 langues couvertes, hein, donc on peut gérer des campagnes en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas levé de fonds? On n'a pas levé de fonds, le business d'agence est généralement rentable assez vite, ce qui fait que du coup tu n'as pas besoin de lever des fonds. Le seul cas où tu pourrais avoir besoin de lever des fonds, c'est si d'un coup tu as envie de donner un coup d'accélérateur, de recruter, je te dis une bêtise, 40 personnes, et peut-être que ta trésor ne pourra pas couvrir ça. Mais au-delà de ça, les investissements principaux d'une agence peuvent être couverts par la rentabilité. Quand vous avez démarré, avec combien d'argent? On a mis chacun, Anthony et moi, je crois, 3 000 euros. Les fameux 3 000 euros du bonus d'Anthony. Je te demande encore. Moi, j'ai rien mis au final. Ouais, donc 3 000 au total. Hein. Non, pardon, 3 000 euros chacun. Donc, chacun, ok. Donc 6 000 d'Anto en fait. 6 000 d'Anto. Non, ma vraie question, c'est tu démarres avec 6K. Tu peux faire quoi avec 6K? C'était quoi l'objectif? Et toi-même, tu l'as dit, vous n'avez pas levé. Donc, t'attends qu'il y ait de l'argent qui renfloue dans les caisses pour pouvoir réinvestir, peut-être embaucher, etc. En fait, nous, ce qu'on vendait et ce qu'on vend toujours aujourd'hui, c'est du temps. Donc, en fait, on va vendre du temps de consulting. Donc, quand on était que Anthony et moi, on vendait notre temps à nous. Et aujourd'hui, on vend le temps de nos consultants. Et donc, en fait, on savait qu'on avait une compétence. On avait du temps en face de nous, bien évidemment. Et donc, on allait voir des clients en leur disant, écoute, moi, je peux gérer tes campagnes. On estimait que ça nous prenait X heures par semaine. Et donc, on vendait ces X heures par semaine Y. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y avait très peu de coûts. Les seuls coûts qu'on avait les premiers mois, c'était un WeWork qui était rue des Archives où tout a commencé. Ok. Ça nous coûtait exactement 250 euros chacun. Oh, les mots par poste. Donc, voilà, 500 euros par mois. Et okay. C'était la seule charge. On avait un ordinateur, mais tu n'as pas d'autres charges puisque tu vends ton temps. Tu as quelques outils pour bien opérer tes campagnes, etc., des outils de reporting, mais ce que je veux dire, c'est que dans tes charges principales, c'est le bureau qui constituait notre seule charge au démarrage. Et donc, on allait voir des clients, on leur disait « Faites-nous confiance, on est 2 anciens de Google, on sait ce que l'on fait, on est sans engagement, donc tu peux très bien tester un mois et si tu n'aimes pas, t'arrêtes. » Et donc, en allant avec ce discours-là auprès de clients qui nous connaissaient déjà, parce que c'était pour la majorité des boîtes avec qui j'avais déjà échangé en étant chez Google. Donc, tu vois, c'est des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Donc, qui avaient déjà notre confiance. Bien sûr. Et donc, du coup, on a démarré comme ça. Puis, au fur et à mesure, plus on a scalé, plus on s'est développé, plus le chiffre d'affaires a grandi, plus on a pu se permettre de recruter. Et ainsi de suite, la machine était lancée. Quand tu présentes DataShake aujourd'hui, tu rappelles que vous êtes 2 de Google ou tu pars du principe que la noto est assez bonne pour même pas devoir parler de Google aujourd'hui? On pourrait ne pas le dire. Là où avant, au tout début, c'était le point central, aujourd'hui, c'est plus du tout le point central. On le dit parce que c'est un petit élément de différenciation et que c'est quand même, je pense, un élément de réassurance pour pas mal de clients, tu vois, qui se disent c'est 2 anciens de Google, donc ils savent ce qu'ils font. Mais maintenant, on est assez gros pour avoir plein d'autres points, tu vois, qui nous permettent de nous différencier que le fait qu'on soit 2 anciens de Google. Et même, t'as pas peur, il n'y a pas des clients qui vous disent « Ah, mais alors vous faites que du Google Ads et pas On entend souvent ça. Souvent ça. Alors,
quand tu regardes le budget total géré sur chaque levier, donc on a parlé de Google, Meta, mais à savoir, on fait aussi TikTok, Pinterest, Criteo, Snapchat, LinkedIn. Enfin, on fait vraiment tous les leviers payants d'acquisition. Ok. En fait, tu as plus de dépenses gérées sur Meta que sur Google. Ah ouais? Ouais, au total. Donc, c'est assez marrant. Donc, en fait, on se rend compte que on a eu en ads only, pas ads du référencement. Okay. Alors, je parle pas de référencement naturel, on en parlera après si tu veux. On va parler juste après de ça. Voilà. Mais donc, en fait, en ads only, on a couvert plus de budget sur Meta que sur Google. Ok. C'est 55-45, hein, attention. Mais du coup, on a eu parfois cette étiquette de ancienne Google, donc vous n'êtes que bon sur Google, alors qu'en réalité, on a géré plus de budget sur Meta. Donc, pas de panique, on est aussi bon sur Meta que sur Google et sur tous les autres leviers. Et certifié. Bon. SEO, SIA, enfin SEA, SMA, Kezako, what the fuck? Non, explique-nous tous ces acronymes qui peuvent faire peur carrément à des gens qui connaissent pas le marketing et explique-le nous. Enfin, tu vois, je pense qu'on va tous sur Google au quotidien, donc voilà, je pense qu'on va vite comprendre de quoi on parle. Alors, l'idée, c'est que tu as sur toutes ces plateformes, donc les réseaux sociaux, Google, etc., une utilisation qui est gratuite. Donc, c'est-à-dire que toi, quand tu vas sur Google, tu ne payes pas. Quand tu vas sur Facebook ou sur Instagram, tu ne payes pas. Et donc tu es le produit. Exactement. Un bel adage qui dit que si un produit est gratuit, c'est que le produit, c'est toi. Et donc, du coup, pour utiliser ces plateformes gratuitement, ce que les plateformes ont mis en place, c'est des systèmes d'annonces publicitaires où des entreprises vont pouvoir mettre leur pub sur ces inventaires-là, donc sur ces réseaux-là, pour que toi, en tant qu'utilisateur, tu vois une pub de telle entreprise et donc, in fine, si tu as envie, tu achètes le produit de cette entreprise. Et donc, le SIA, donc c'est Search Engine Advertising, donc c'est la capacité de pouvoir faire des campagnes de publicité sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, Google est le leader incontesté en France à 95% de part de marché. Donc, quand on dit SIA, en général, on parle des campagnes sur Google, mais sache que tu peux aussi en faire sur Bing, par exemple. Alors, j'allais juste te poser la question, parce qu'on dit souvent que YouTube ou TikTok maintenant détrônent Google. Ce ne sont pas des search engines, hein. En fait, tu as des moteurs de recherche à l'intérieur de YouTube, à l'intérieur de Google, mais c'est pas leur fonction, mais c'est pas leur fonction première, c'est un réseau social. Et d'ailleurs, c'est intéressant, le deuxième moteur de recherche après Google, c'est YouTube. Donc, si tu regardes le nombre de requêtes sur ces réseaux sociaux-là, en effet, ça fait beaucoup de volume, mais leur fonction principale, c'est pas moteur de recherche. T'en fais partie, juste, j'ai grave du mal à comprendre ça. Genre, je me dis, les infos que je cherche, enfin, Google, YouTube va pas me donner l'info que je cherche sur Google. Elle est factuelle, l'info que je cherche sur Google, tu vois. Ouais, mais YouTube, j'ai pas les stats exacts, mais tu as tellement d'utilisateurs tous les jours. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est pas des requêtes. Tu fais pas le même genre de requêtes sur Google et sur YouTube. Sur YouTube, tu vas une requête de telle vidéo, c'est une requête, tu vois. Donc, quand tu vas chercher la vidéo de, j'en sais rien, Squeezie, la dernière vidéo de Squeezie avec Jonathan Cohen, bon, bah ça, c'est une requête. Belle vidéo. Sur Google, tu vas taper météo Lille, tu vois. Ouais, et okay. Tu vas jamais taper météo Lille sur YouTube, tu vois. Mais ok, donc c'est des usages différents. Donc, c'est des usages différents, mais en volume de requêtes, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Donc, ça, c'est le SIA. Ok. Son penchant, ça va être le SMA, donc Social Media Advertising. Donc là, tu ne vas plus faire des campagnes de publicité sur les moteurs de recherche, mais sur les réseaux sociaux. Donc, c'est typiquement des publicités sur TikTok, sur YouTube, sur Snapchat, sur même LinkedIn, qui est considéré comme un réseau social. Qui coûte hyper cher, non? Qui coûte beaucoup plus cher que les autres. Okay. Exactement. Et puis après, tu as le SEO. Et donc, le SEO, c'est Search Engine Optimization. Et donc là, l'idée, c'est que sur Google, tu as une partie des résultats de recherche qui est payante. Et donc, ça, tu peux y accéder grâce au SIA. Et puis en dessous, là où il n'y a pas marqué annonce, c'est une partie qui est gratuite. Et donc, toi, avec ton site, tu es référencé gratuitement par Google sur cette partie-là. Mais il y a toute une science derrière de savoir comment être bien référencé par Google, premier, deuxième, troisième, etc. Et donc, c'est ça, le SEO, c'est cette science autour du référencement et de favoriser le fait d'être en bonne position dans cette partie gratuite de Google. Et donc, on a notamment lancé une entité dédiée là-dessus, qui est une filiale de DataShake, qui s'appelle Upperly. Et donc, maintenant, là où historiquement, on s'occupait que de la partie publicitaire de nos clients, depuis à peu près un an, on s'occupe aussi de la partie SEO. Très clair. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder. T'en parles sur ton réseau. Petite question, vous lancez votre GPT? On a lancé notre GPT, ouais. Alors, raconte-moi juste ça. Après, on revient juste sur SEO, SIA. En fait, j'ai quand même d'autres ça, c'est intéressant, mais on se rend compte que l'utilisation de ChatGPT, elle est en train d'exploser. Et même dans notre métier, nos consultants dans l'agence, ils ont tous ChatGPT. On a pris un abonnement payant à GPT-4
parce qu'on se rend compte que ça peut mieux être que le utile. gouvernement, by the way, qui utilise le 3.5. J'ai entendu ça. Mais donc, du coup, tout le monde utilise ChatGPT 4 et de façon générale, même aujourd'hui, dans pas mal d'entreprises, on utilise ChatGPT. Et en fait, GPT a sorti il y a quelques semaines la possibilité de créer Des prompts. ton propre GPT. Ok. Tu vas le nourrir avec des docs, des infos, tout ce que tu veux. Et en fait, ça va lui servir de base de données pour que derrière, quand tu vas le questionner, quand tu vas lui envoyer un prompt, il va aller piocher dans la base de données que tu lui auras intégrée au préalable. Et donc, on a créé notre propre GPT où on l'a nourri de milliers de documents autour du SEO. Donc pas que de vos clients, parce que j'allais poser la question, il y a des risques si ce soit que via des use cases Non. de vos clients, vous Non, restez non, non, enclavé. C'est pas des données qui sont confidentielles, ce ne sont que des données qu'on a développées Public. nous en interne, par Ok. exemple de formation, tu vois. Donc quand nous on va former des consultants sur le SEO, mais on a des process très précis, on a des docs très précis. Et donc Ok. c'est ça qu'on a mis dans le GPT. Et donc demain, toi, si tu as une question sur le SEO, et ben, au lieu d'aller taper sur Google ou d'aller sur ChatGPT classique, tu peux aller sur notre GPT. Et donc a priori, la réponse sera un peu plus personnalisée et on l'espère un peu plus avancée parce qu'elle va aller piocher dans nos documents à nous SEO. Vous n'avez pas viré de consultant pour autant. Pas du tout, non, au contraire. On va arrêter cette connerie de dire que l'AI va remplacer nos jobs. Elle nous supporte, on est d'accord. C'est une complémentarité. Ok. Pour revenir sur SEO, donc si on comprend bien, à la base c'est que de l'ADS et récemment il y a eu du référencement. J'aimerais comprendre une chose. Je le sais, car j'ai bossé avec des personnes en market. Chaque semaine, le coût d'acquise, il change. En fait, j'ai l'impression que c'est assez opaque et je vais aller plus loin. Comment une agence comme la vôtre peut permettre de faire ce que beaucoup d'influenceurs nous sortent sur les réseaux, donc en mode B2C, mais ouais, voici, enregistre ce reel pour péter 10K ou je sais pas quoi. En gros, tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux déceler un algo alors que même en interne, je crois chez Google, mais même chez TikTok, etc., c'est pas transparent. Ils savent pas comment fonctionne exactement l'algo, même s'il y a des best practices. En fait, tu vas avoir sur chacune de ces plateformes publicitaires. Alors, est-ce qu'on parle de la partie payante ou est-ce qu'on parle de la partie organique? Sur l'ADS? Sur l'ADS. Sur l'ADS, donc payant, mais après, j'ai l'impression que les deux sont liés. Pour toi, c'est pas le cas? Non, c'est deux choses différentes. Sur la partie publicitaire, tu vas avoir une multitude de paramètres. Donc, quand tu vas créer ta campagne, tu as une multitude de paramètres qui vont toucher, je sais pas, le ciblage, le budget, le format d'annonce, le message que tu vas mettre à l'intérieur. Dans ton ciblage, tu peux rentrer en détail sur est-ce que tu vas cibler telle personne qui est intéressée par tel intérêt ou par tel autre intérêt ou qui a cette Tout ça, tu dois le tester. Donc, tu as plein de paramètres. Et donc, en fait, ces paramètres-là, en fonction de là où tu positionnes le curseur, tu vas avoir des performances qui vont être différentes. Et donc, nous, notre job, c'est de savoir, pour un business donné, par rapport à sa cible, par rapport à son budget, quelle est la meilleure stratégie possible pour qu'il ait les meilleures performances possibles. Et en plus de ça, on est en contact très régulier avec toutes les régies, donc Google, Meta et les autres, de par notre certification et notre partenariat avec eux. Et donc du coup, ce qui fait qu'on est à jour le plus vite possible de quelles nouvelles bonnes pratiques il faut mettre en place, quelles nouvelles fonctionnalités et à mettre en place, etc. Donc quand en fait Google nous dit ah bah tiens, à partir de la semaine prochaine, il vous sera recommandé de mettre ça en place pour vos clients parce qu'on se rend compte que ça améliore la performance de 20%. Et ben à ce moment-là, nous, on est au courant et donc on va pouvoir l'intégrer auprès des campagnes de nos clients. Et ça veut dire qu'ils vont le push en fait? Ils sont en train de te dire faites l'effort parce que c'est un peu comme une trend sur TikTok en gros? Ils vont te faire, ils ont de façon hebdomadaire, ils te tiennent au courant des dernières actualités concernant leurs produits. Okay. Et à l'intérieur, il y a des recommandations. Ils ne vont pas te forcer à le faire, mais il y a des recommandations où ils te disent, ben tiens, pour les retailers, sur le mois prochain, essayez tel genre de campagne parce qu'on se rend compte que ça améliore les performances de plus de 10%. Et donc nous, après, à nous, en tant qu'agence, de jauger si on doit tout appliquer ou pas, si on n'applique qu'une partie, et c'est là aussi notre intérêt. Et puis, on va pas uniquement se nourrir de ce que nous disent Google et Meta, parce qu'ils n'ont pas la science infuse, et parce qu'aussi, ils sont jugés partis. On va pas se mentir, eux. C'est pour ça que je te disais ça, s'ils pushent. Exactement, leur intérêt, ça va être un peu indirectement d'augmenter leur profit. Donc nous, notre rôle, c'est de prendre les informations que nous donnent ces régies-là, et ses partenaires digitaux et de faire en sorte de les interpréter et de savoir ce qu'il faut prendre et pas prendre. Et en plus de ça, on va aussi nourrir notre réflexion grâce à notre savoir et grâce à tout ce qu'on a appris auprès de nos anciens clients. Quand tu as un client dans la cosmétique avec qui tel genre de campagne a hyper bien fonctionné, demain, un autre client dans la cosmétique, par définition, on va réutiliser ce savoir-là pour essayer d'améliorer ses performances. Mais
Alors je sais pas, on peut peut-être avoir dans l'équation 10 variables. En fait, elles Beaucoup sont plus. toutes... Ouais, plus. Des milliers. Mais c'est autant de biais. Donc, c'est-à-dire que le même use case dans le cosmétique, s'il y a une variable sur laquelle les deux ont changé, mais tu pars du principe qu'elle ne va pas influencer sur cette dernière variable qui te dit que tu vas augmenter de 10% le reach, tu vois, est-ce que tu as des mauvaises surprises parfois? D'où un pilier qui est très important, c'est l'A/B testing. Ouais, donc, c'est là où tu ne peux pas, parce que Google t'a dit que ça fonctionnait ou parce que ça a fonctionné pour telle ou telle boîte, tu peux pas dire c'est sûr à 100% que ça va marcher pour telle autre boîte. Okay. Même si en disant que tu vas aller un peu plus vite, tu vas peut-être faire un peu moins d'erreurs que si tu repartais de zéro. Donc, si tu n'avais pas ces informations-là de Google, de Meta et de ce que tu as appris avec d'autres clients, mais tu vas quand même tout A/B tester. Donc, nous, notre philosophie, c'est d'A/B tester tout ce que l'on peut. Donc, tous les paramètres dont j'ai parlé, on va quand même tous les A/B tester, mais la phase de départ ne va pas être au même endroit que si on n'avait pas eu les informations de Google, de Meta et de ce parce que vous avez un background. Voilà, parce qu'on a un background, donc du coup, on est quand même un peu plus rapide que si on partait de zéro. C'est pas compliqué comme métier de devoir être à jour chaque semaine, parce qu'on est d'accord. Moi, je trouve ça c'est excitant. Ouais. Parce que chaque tu te reposes jamais sur tes lauriers, quoi, sur Exactement. tes acquis. Notre métier par rapport à quand j'étais chez Google, donc il y a maintenant 9 ans, ça n'a rien à voir. À l'époque, tu gérais des campagnes où tu avais des milliers de mots-clés, tu passais tes journées à ajuster les enchères, etc. Ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Et peut-être que le métier, et sûrement, va encore changer et que dans 5 ans, il aura encore plus rien à voir. Mais donc, c'est ça qui est excitant, c'est qu'il n'y a pas une semaine, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, il n'y a pas un mois durant lequel il n'y a pas une nouveauté qui peut changer la donne, tu vois, et qui peut faire que la stratégie que tu as proposée il y a 6 mois à ton client, il faut que tu te renouvelles, il faut que tu proposes quelque chose de nouveau. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, qui fait notre valeur ajoutée, c'est que si on est une bonne agence, eh ben on est au fait de tout ce qui se fait de mieux sur le marché. Et donc le client, il a intérêt à rester avec nous parce que s'il part et qu'il va avoir une agence qui est moins au fait que nous, eh ben l'agence va vite se retrouver sur le côté et donc le client va pas pouvoir bénéficier des meilleures bonnes pratiques, tu vois. Donc c'est là où nous, on a une carte à jouer. On fait en sorte d'être à jour de ce qui se fait de mieux. On le propose à nos clients, on l'intègre pour nos clients. Et comme ça évolue constamment, le client il a intérêt à rester avec nous pour qu'il soit vraiment à jour de ce qui se fait de mieux pour lui. On parle d'évolution. Tu t'es mis sur Threads? Je me suis mis sur Threads alors. Threads. T'as vu, même moi j'ai bégayé en le disant. Putain. En fait, soit tu dis, je vais le dire Threads. en français, tu dis Threads et c'est un parti pris. Si tu l'attends en anglais, faut y aller all-in, tu vois. Ouais, mais j'étais pas assez en confiance là-dessus. Donc je me suis mis sur Threads. Et en fait, j'ai fait partie des premiers utilisateurs, tu sais, qui au tout début, moi aussi, ont pu télécharger l'application en se connectant sur le store US. Ouais. Ça a duré 3 semaines, puis après on a été punis. 3 semaines, c'était ok. Ouais. On a été punis, et là, je le réutilise depuis, ça fait 1 semaine. Même pas, ça fait quelques jours là, ouais. Non, mais la question que je te pose, c'est si ça avait été banni pendant un certain temps, alors j'ai pas les détails, tu les as sûrement plus que moi, mais c'est de la collecte de data. C'est une menace pour vous? Parce qu'en Europe, on essaie vraiment de protéger nous autres utilisateurs. Tu l'as dit juste avant que toute cette data qui permet justement de faire de l'ADS, en gros, si l'utilisation est gratuite, c'est que c'est toi le produit, et donc la data. Voilà. Et dis-moi, est-ce que ça va être une manière pour vous de vous réinventer? Le marketing ne sera jamais mort, mais il y aura toujours des nouvelles techniques. Est-ce que ça te fait chier? Alors, on peut en parler hyper longtemps, parce que c'est un vaste sujet. Bon, juste 5 minutes. Moi, mon premier point de vue là-dessus, c'est que je trouve ça dommage qu'en Europe, on ait des régulations qui soient plus fortes qu'ailleurs dans le monde et qui nous emmènent même à ne pas avoir accès aux innovations comme Threads, qu'on peut qualifier d'innovation, où tu as le monde entier ou quasiment, enfin en tout cas les pays occidentaux qui ont eu tous accès. Et nous, on a été un peu punis le temps que le produit se mette à jour par rapport à la réglementation européenne, etc. Donc ma philosophie, c'est déjà de se dire que c'est dommage d'avoir cette si forte régulation et que ça nous freine un petit peu dans notre développement et qu'on a souvent, on entend souvent dire, oui, toutes les licornes, elles sont, les plus grosses licornes, les plus grosses boîtes tech, elles sont américaines, etc. Mais en face de ça, on a une régulation qui, je pense, freine le développement de boîtes européennes. Donc concrètement, dans la tech, c'est beaucoup plus simple d'entreprendre aux US qu'en France ou qu'en Europe. T'as plus les armes. En tout cas, t'as un contexte plus favorable. Le terrain, le contexte. Le terrain est plus fertile, exactement. Okay. À côté de ça, dans notre métier, c'est sûr que ça nous impacte puisque cette régulation, elle a lieu pour toutes les plateformes qui en effet récoltent des données, donc Google, Meta, TikTok, Snapchat, etc. Et donc du coup, ça va les empêcher de pouvoir faire un peu ce qu'elles veulent. Donc déjà avec les cookies, il me semble. Avec les cookies, donc il y a par exemple un événement qui a pas mal changé le marché. C'est le changement de iOS 14.5.
Donc en fait, c'était l'année dernière ça ou... Non, c'était il y a 2 ans. Ouais, okay. Et donc c'est Apple qui a imposé à toutes les applications une nouvelle manière de récolter les données avec un consentement. Et donc demander à l'app de pas me suivre. Exactement, avec un bouton ne pas autoriser qui était fortement recommandé puisque c'était le premier, il était un peu surligné. Donc en fait, la majorité des utilisateurs n'autorisent pas les applications à pouvoir les traquer. Et donc pour des boîtes comme Facebook qui récoltent la majorité de leurs données via l'application, ça a un peu changé leur business model et ça a un peu changé. Et d'ailleurs, l'action Facebook a baissé fortement pendant longtemps à cause de ça. Donc ça a un peu changé la manière dont ils processaient. Ça nous a changé notre business d'une certaine manière. Et donc, on a dû s'adapter avec des nouveaux moyens de suivre les données. Facebook a mis en place des nouveaux outils qui font qu'aujourd'hui, on arrive, malgré cette contrainte d'Apple, on arrive quand même à suivre ce qui se passe et à faire ce qu'ils appellent des projections des données manquantes. Donc, en fait, la data est moins accurate, elle est moins précise. La data est un peu moins accurate et donc, ils font des extrapolations. Okay. Et donc, ils arrivent quand même à avoir des chiffres qui sont plutôt justes. Qui ne sont pas précis à l'euro près, mais des chiffres qui sont plutôt justes. Et donc aujourd'hui, la confiance dans les données, elle est très bonne. Mais pendant ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Le coût de l'Ads a baissé du coup entre-temps, vu qu'il fallait aussi qu'ils fassent leurs preuves, j'imagine, toutes ces plateformes. En fait, le coût de l'Ads a baissé indirectement parce que les performances ont baissé. Oui, c'est ça. Comme on mesurait moins les conversions, donc on mesurait moins les données qui étaient récoltées, du coup, les clients avaient l'impression que les campagnes marchaient moins bien. Okay. Donc du coup l'algo s'optimisait moins bien parce qu'il avait moins de données à sa disposition et donc du coup quand tu es une entreprise et que tes campagnes marchent moins bien, tu baisses tes investissements. Et donc comme tu baisses tes investissements, et ben en effet le CPM, donc le coût par 1000 impressions chez Facebook, il a baissé. Mais donc c'est vrai que c'est un changement et c'est une menace, mais c'est là aussi toute la force d'une bonne agence selon moi, c'est l'adaptation. Comme on l'a dit, c'est un milieu qui change beaucoup, il y a des nouveautés constamment et il peut aussi y avoir des régulations régulièrement. Et donc du coup c'est là notre travail de pouvoir nous adapter par rapport à ça. Typiquement en mars 2024 il y aura la fin des cookies et donc la manière dont les cookies seront récoltés sur Google va un peu changer avec des espèces de groupes de personnes, mais on peut en parler si tu veux. Et donc là, en fait, c'est anonymisé, c'est ça, mais c'est anonymisé, mais c'est surtout là où là aujourd'hui, tu es individualisé, ton cookie est individualisé. Demain, tu seras dans un groupe de personnes qui ont les mêmes intérêts, c'est des les mêmes signaux comportementaux que toi, exactement. Ok, donc on te met des tags en fait dessus. Exactement. Okay. Et donc, tu as plein d'outils qui se développent pour pallier ça. Tu as plein de manières de faire un peu différemment. Et donc, nous, notre travail, c'est d'adopter ces outils et ces nouvelles méthodes pour que ça ne change pas la performance des campagnes de nos clients. Le temps file, cher Rémi, mais je voudrais parler d'une chose, c'est votre secret sauce. Si je le dis, c'est parce que juste avant, vous nous avez expliqué en long, large, en travers, déjà la complexité, le fait que vous êtes sur aussi 3, je ne sais pas si on appelle ça des produits ou des sortes des services différents. Concrètement, en plus à l'heure actuelle, et on l'a dit, Google donne beaucoup d'infos sur Internet, je pense que tu peux fouiller. Pourquoi les gens bossent avec vous ? Ah, et d'ailleurs, si tu peux nous expliquer aussi... Oh putain, excuse-moi. Très rapidement. Vas-y. La répartition entre SEO, SMA, SIA, enfin SEA. Putain, décidément, j'y suis pas. Et ma mère est prof d'anglais, donc autant te dire. Et le deuxième, donc c'est la répartition et vos clients types. Essayez de comprendre pour qui l'acquisition sur les réseaux est si importante. Et je vais aller plus loin, et sous-exploitée à l'heure actuelle. Et après, on parle de votre secret sauce. Alors, la répartition. Fait une belle intro. Bravo. La répartition entre SEO, SIA et SMA. Entre SIA et SMA, comme je t'ai dit, c'est à peu près 50-50, tu vois, entre Meta et les autres réseaux sociaux et Google. Ok. Donc ça, c'est assez équilibré. Et après, le SEO, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 1 an. On commence à avoir des beaux chiffres. On est une équipe de 6 personnes, donc ça commence à bien prendre. Mais au global, sur le chiffre d'affaires total, ça reste quelques pourcents parce que c'est pas significatif. C'est pas votre cœur de métier encore aujourd'hui ? On a créé une entité séparée justement pour qu'on soit spécialisé aussi sur le SEO. Mais c'est pas notre cœur de métier historique. Mais demain, l'idée, c'est qu'en SEO, ça devienne encore aussi gros que la partie paid, voire plus gros, je me le souhaite. Okay. Et qu'on soit vraiment identifié comme des spécialistes là-dessus. Donc, c'était toute l'idée de faire une entité bien séparée. Sur notre typologie de clients, aujourd'hui, je t'en ai un peu parlé, mais on a des très gros comptes, tu vois, comme Robcar, Siemens, donc des boîtes traditionnelles comme ça, des startups, des scale-up, on a même des PME. En gros, aujourd'hui, on a un éventail de clients qui est très large, aussi bien en termes de taille que de secteur.
On fait du B2B, on fait du B2C. J'allais te demander. Donc, tu peux faire du B2B, LinkedIn, oui, mais même sur Insta, TikTok. On recommande pas pour des boîtes B2B de potentiellement aller sur Facebook, Instagram dès le début. Sauf pour des freelances peut-être, à la limite. Oui, why not. Mais en tout cas, pour des boîtes B2B un peu développées, on va recommander Google et on va recommander LinkedIn en général. LinkedIn, ça coûte hyper vache, on est d'accord. Ça coûte super cher, c'est plusieurs euros le CPC. On est le CPC coût par clic, pardon. Là, sur Google, il va être de 2-3 euros quand c'est un peu cher. Sur LinkedIn, c'est rare d'avoir des CPC inférieurs à 4-5 euros. Donc chaque clic, chaque fois que quelqu'un va cliquer sur une publicité LinkedIn, tu payes entre 5 et 10 euros. Et parfois il clique et il s'est trompé. Parfois il clique et il va pas remplir les formulaires. Donc oui. c'est ça la complexité. Mais en gros, on peut travailler avec n'importe quel type d'entreprise, n'importe quelle taille. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que n'importe quelle entreprise en France a besoin de faire du marketing digital parce que n'importe quel type d'entreprise en France a besoin de se rendre plus visible, a besoin d'aller chercher plus de clients, a besoin de communiquer. À qui tu ferais un appel du pied là, en termes de typo d'entreprise ? À qui tu penses ou tu as envie de leur dire non pas que toi ça va te ramener le plus de chiffre d'affaires, mais surtout il y a un potentiel énorme pour ces personnes-là. Moi, à mon sens, les entreprises qui sont le plus en retard, c'est vraiment les grands groupes. C'est marrant. En fait, on se rend compte que les boîtes, c'est pas forcément les boîtes qui dépensent le plus qui sont les meilleures. Et il y a des fois, on est face à des clients qui dépensent 10 fois moins que d'autres clients, mais ces clients-là qui dépensent 10 fois moins sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus poussés dans leur réflexion, dans leur stratégie, dans leur manière de voir les choses. Là où des énormes clients, parce qu'encore une fois, c'est des gros navires, des paquebots qu'il faut, il faut beaucoup de temps pour les faire bouger, etc. Ils sont un peu trop en retard. Donc, aujourd'hui, la grosse marge de manœuvre, selon moi, elle se trouve surtout sur les grosses boîtes qui sont en retard par rapport à ces nouvelles startups, tu vois, qui sont vraiment à la pointe de ce qu'il faut faire. Très clair, j'espère qu'ils nous écoutent, les grands groupes. Je ne sais pas si on en a beaucoup dans l'audience, mais en tout cas, je les invite à prendre le pas. Bon, on arrive sur votre expertise. Pas votre expertise, justement. Ce que je voulais dire, c'est que votre expertise, on l'a comprise. Mais pour moi, une expertise, quand c'est que de la donnée, tu peux t'enrichir. Donc, c'est ce que je te disais, elle doit être sur Internet, etc. Bon, même si on n'est pas encore certifié, qu'on n'a pas accès à toutes les infos en détail, pourquoi une boîte qui essaye de le faire à la mano tout seul, parce qu'elle peut aller sur Facebook, tous les réseaux, etc., pourquoi elle passerait avec vous, en fait ? C'est quoi votre competitive advantage ? Il y a plusieurs points. The accent was good, no ? Very good. Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que si tu gères tes campagnes tout seul et donc tu n'es pas accompagné par une agence, tu vas pas pouvoir avoir le recul qu'une agence a de gérer X clients. Donc, tu n'as pas de benchmark. On près de 200, donc tu n'as pas de benchmark. Donc, quand il se passe un truc bien à gauche ou un truc mal à gauche, tu n'as pas le learning qu'il ne faut pas le refaire à droite ou il faut le refaire à droite. Donc, ça, tu as en fait ce que j'appelle une intelligence collective en interne qui fait que. Et c'est pour ça que. Des connaissances. Exactement. Je suis très à cheval sur le fait que les gens parlent beaucoup entre eux. On est évidemment que dans des open space où chacun peut communiquer, chacun peut se lever et poser une question à l'autre. Donc, je pense que cette intelligence collective que tu as en agence, elle est hyper bénéfique. Deuxièmement, on a développé nous en interne des méthodologies de travail et de process. Donc, je t'ai parlé d'A/B testing, je t'ai parlé de méthodologies d'opérer les campagnes. Et donc, ça, c'est des trucs qu'on a développés depuis 5 ans parce qu'on a beaucoup appris, parce qu'on a géré plus de 100 millions d'euros de budget publicitaire. Si tu es tout seul de ton côté, certes, tu peux apprendre en allant sur Google, sur YouTube et en te formant, mais on a quand même un track record qui nous permet d'avoir un peu d'avance, je pense, sur des gens qui sont seuls et qui vont essayer d'apprendre d'eux-mêmes. Donc, l'expérience. L'expérience. Le fait qu'on soit 2 ans au sein de Google, c'est quand même aussi un point important parce que même si ça fait 5 ans, on a quand même des accès chez Google qui sont un peu plus avancés parce qu'on connaît encore beaucoup de monde là-bas. On sait comment la machine marche parce qu'on y a travaillé pendant 4 ans chacun avec Anthony. Donc on a vu ça de l'intérieur, donc on sait exactement ce que Google attend de nous. On sait exactement comment fonctionnent les campagnes, on l'a vu également de l'intérieur. Donc ça aussi c'est un point différenciant qui est important. On a, comme je l'ai dit dans notre méthodologie de travail, on arrive à obtenir de la performance. Donc on a fait une étude l'année dernière qui prouve que sur nos clients, on arrive à multiplier le ROI de nos campagnes par 2 et on divise le coût d'acquisition de 60%. Donc ça, c'est des chiffres qui permettent de montrer que, même si c'est une moyenne, qu'en général, quand on récupère un compte publicitaire, on arrive à avoir un impact qui est quand même assez notable. Donc ça c'est l'illustration de la performance et de la compétence que tu peux avoir en interne. Et puis après, il y a un dernier point sur lequel on s'est aussi différencié, c'est notre niveau de service. Nous, ce qu'on a voulu avec Anthony, c'est créer une agence entre guillemets premium. C'est-à-dire que si toi, demain, tu travailles avec nous, tu vas avoir
on ne sera pas un prestataire de service, on sera un vrai partenaire, dans le sens où tu vas avoir accès à nous un peu quand tu veux. Donc, on va se voir de façon très régulière physiquement. On va avoir un call hebdomadaire. On va avoir un groupe Slack ou WhatsApp et on va se parler tous les jours. On va être vraiment à ta disposition. Si le week-end, il y a une urgence, un truc à régler, tu m'envoies un message, moi je le règle dans le week-end, il n'y a aucun problème. Donc, on veut vraiment que nos clients sentent qu'ils ont accès à un niveau de service qui est parmi les plus hauts du marché. C'est la clé aujourd'hui. Les gens ne se satisfassent. Wow. Les gens ne sont plus satisfaits, juste du résultat, de se dire on fait un meilleur ROI, on a un coût d'acquise beaucoup plus bas. Ok. Quand on a créé la boîte, on pensait que ce qu'il allait driver le niveau de satisfaction de nos clients, c'était les résultats des campagnes. Pragmatique. Et on s'est rendu compte au bout de quelques mois qu'en réalité, tout le côté service, humain, relationnel est quasiment aussi important, voire parfois plus important. Émotionnel. Et émotionnel, on en revient au marketing. Allez, c'est terminé ce podcast. Non, je rigole. Hyper clair. T'as parlé de la team, j'ai envie d'en parler juste après. J'ai juste une question. J'y pensais tout à l'heure. Vous avez quand même des ambitions de grossir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre de perdre cette qualité de service et cette agilité si vous atteignez une certaine taille et là, je fais les références à Avast que tu citais tout à l'heure. Je pense que cette taille-là, il doit y avoir un plafond de verre, mais c'est vraiment plusieurs centaines de personnes, donc on n'y est pas du tout. Ok. On a pour ambition d'être... Tu vois pas d'évolution même d'un point de vue process? Tu trouves qu'il y a toujours autant de fluidité dans la team? Pour l'instant, c'est toujours aussi fluide. On est encore une agence à taille humaine. Okay. Et c'est tout l'intérêt d'avoir créé des entités séparées par service. Donc aujourd'hui avec le SEO, demain avec d'autres entités. On a pour ambition de créer d'autres services demain. Et donc, du coup, en créant des entités séparées, tu as des mini data shakes, entre guillemets, tu vois, qui se créent à nouveau. Et donc, tu regagnes cette fluidité à nouveau. Au lieu d'intégrer des personnes dans un grand groupe, tu as des petites business units qui fonctionnent de façon autonome entre elles. Et donc, tu regagnes cette flexibilité au quotidien. Et donc, on espère qu'on sera environ 100 personnes d'ici 3 ans. Donc, pour moi, le plafond de verre, il se trouve quand tu es vraiment 400, 500, 600. Donc, c'est une croissance saine, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, exactement. Sans lever. Sans lever. Et le plus important pour nous, c'est de ne pas rogner sur la qualité de service qu'on apporte à nos clients. Donc, c'est ça le point le plus primordial. Et du coup, on va essayer de croître en ne perdant aucune qualité dans ce que l'on apporte à nos clients. Et comme tu le dis, la flexibilité, l'humain, le côté qu'on soit hyper proche de nos clients, ça, il faut le conserver. Donc, quitte à moins recruter ou à aller moins vite, je préfère élever notre niveau de service que recruter le plus vite possible. En tout cas, on te le souhaite. J'ai une petite dédicace à faire à notre cher Jules, auditeur de ce podcast. Non, en fait, on en a parlé un petit peu avant, donc c'est ton bras droit. Exactement. Et du coup, un grand merci à lui pour nous écouter tous les matins. Bref, j'ai une question, je lui ai parlé un petit peu en off, j'espère qu'il va pas se faire virer après. Donc, je rigole. Mais il a aussi envie d'être entrepreneur. Est-ce que tu dirais, tu parlais des business units, on parle des consultants en interne, est-ce que ce sont des intrapreneurs tous? Est-ce qu'il y a ce côté-là? Et je vais aller plus loin. Je crois que Jules est en alternance, mais peut-être que ça se passera tellement bien que tu as envie de le garder. Qu'est-ce qui se passe si demain il te dit j'ai envie de monter ma boîte? Je suis désolé mec. Ciao. En fait, non, je trouve que de toute façon, j'ai pas du tout une politique d'être quand il y a des gens en interne qui veulent changer de voie ou lancer un business ou quoi que ce soit. C'est pas du tout dans notre intérêt de devoir les retenir absolument si c'est pas ce qui est de leur volonté, tu vois. Je pense que Nasser devrait t'écouter. Tu vois la ref. Voilà, c'est contre-productif. Honnêtement, on a un très bon churn employé. Depuis le début, on a dû perdre 4-5 personnes en CDI, tu vois, donc c'est quand même pas énorme. Mais demain, alors déjà de 1, pour répondre à ta question, je trouve que c'est de l'entrepreneuriat parce qu'ils ont leur portefeuille de clients, ils gèrent leurs clients comme ils le souhaitent. Alors même s'il y a des process, même si on les suit beaucoup, etc., ils sont plutôt autonomes. Ils sont force de proposition. Et à côté de ça, ils ont la capacité de s'impliquer dans des projets annexes qu'on appelle 20% project. Donc ça, on a volé à Google. De ouf, je voulais t'en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il marche vraiment? Parce qu'on m'a toujours dit Google te fait tellement de taf que le principe c'est quoi? C'est que 20% de ton temps, t'es censé l'allouer à un projet perso. Mais apparemment, les 80% te prenaient déjà 100% de ton temps. Oui, en fait, en gros, nous, on l'appelle comme ça pour conserver le nom. Mais l'idée, sans forcément dire 20, 15 ou 30%, c'est tu alloues une partie de ton temps
à des sujets un peu annexes à ton core job, donc à ton job principal. Et donc, tu as des gens dans la boîte qui vont, par exemple, prendre un peu de leur temps pour développer le blog de notre site. Tu en as qui vont développer, tu sais, les activités de team building, etc. Donc, tu as des personnes en interne qui vont s'occuper de ça. Tu as des personnes qui nous aident sur le recrutement. Donc, chacun va avoir un projet un peu sympa qui lui plaît et sur lequel il va pouvoir passer un peu de temps. Et c'est pas directement corrélé à ses clients ou à la gestion de campagne de ses clients. Okay. Mais donc, pour moi, chaque personne dans l'agence est intrapreneur parce qu'il gère son book de clients. Et en plus de ça, avec notre nouvelle manière de faire, de créer des entités à part, là, c'est clairement de l'intrapreneuriat puisque tu vas lancer un projet de zéro. Et donc là, c'est un peu c'est une nouvelle société que l'on crée. Donc, pour moi, c'est une forme d'entrepreneuriat. Vous recrutez, tu l'as dit. On recrute. Bon, on lâchera le petit lien. Ça avance, mais ça touche bientôt à sa fin. J'ai quand même des questions très importantes. C'est quoi le epic fail? Tout n'a pas été rose, c'est pas possible, je te croirais pas. Alors, on a fait des erreurs de recrutement. Ok. C'est pas un epic fail, mais c'est un fail, tu vois, j'aurais aimé éviter. Donc, on avait des erreurs de recrutement, donc c'est un certain coût, pas que financier, c'est un coût en temps et en énergie. Et moral, quoi. Enfin, même. Moral, donc ça, c'est un truc qu'on aurait pu éviter. Mais il y a un fail auquel je pense souvent et je me dis, on a bien appris. C'est lorsqu'on était chez WeWork, donc rue des Archives, on était que Anthony et moi, on allait signer notre premier client, un de nos premiers clients avec qui on travaille toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et il se trouve qu'il y avait un intermédiaire entre nous et le client. Et cet intermédiaire, c'était une personne que je connaissais en perso qui nous a fait l'introduction. Elle vient au bureau et elle nous dit « Voici le contrat, vous pouvez travailler avec le client demain, mais par contre, moi, je veux un contrat d'apport d'affaires. » Okay. Et ça, c'était pas clair dès le départ? Et donc, si tu veux, le contrat d'apport d'affaires, nous, on était tout excités de signer nos premiers clients. On savait pas exactement comment tout fonctionnait, etc. Et le mec était plutôt sûr de lui, donc on lui a fait confiance. On a lu le contrat en diagonale, on l'a signé. Et il se trouve que ce contrat stipulait qu'il avait le droit à un apport d'affaires, à une rémunération ad vitam aeternam. Oh. Donc en fait, à un moment donné, ce mec est parti de la boîte et alors qu'il faisait complètement autre chose, il a continué à gagner de l'argent et donc il prenait 10% des factures qu'on donnait à... Ça, comment... Donc, bien regarder les contrats, mais au-delà de ça, non mais déjà, c'est à quel moment tu fais un apport d'affaires à ad vitam aeternam? Et donc en fait, il est parti de la boîte et 1 an après qu'il soit parti de la boîte, à un moment donné, on l'a appelé, on lui a dit, écoute, là, ça fait plus de sens qu'on continue à te rémunérer, tu n'y es plus pour rien. Tu étais pour quelque chose au début. Bah oui, mais après, c'est l'upsell s'il reste. Exactement. Donc, mais là, tu es parti depuis 1 an dans la boîte, donc on a trouvé un deal entre lui et nous et on a arrêté. Mais tout ça pour te dire qu'on avait l'excitation du début et on ne savait pas exactement comment s'y prendre et on n'a pas lu parfaitement toutes les clauses du contrat. Mais demain, là aujourd'hui, on a un peu plus la tête, on est un peu plus à froid sur nos décisions, un peu plus à froid sur les contrats qu'on lit et on va un peu plus dans le détail. Donc on sait qu'on ne refera pas cette erreur. Mais c'est quand même marrant de se dire que pendant 2 ans et demi, on a payé un mec, tu vois, tous les mois, c'était 300-400 euros par mois pour un truc qu'il avait fait une fois au tout début et après il a vu quel entrepreneur aucun impact. Voilà. Sur un malentendu. Est-ce que tu dirais que l'émotion, c'est le faux ami de l'entrepreneur? D'une certaine manière, oui. En fait, je trouve qu'un entrepreneur qui a aucune émotion, ça va lui jouer des tours parce qu'en fait, tu as des moments où tu dois quand même créer du lien avec certaines personnes, avec certains de tes clients, etc. Et si tu es complètement vide d'émotion, ça va être un peu compliqué, surtout commercialement. Mais d'un autre côté, je trouve qu'un entrepreneur se doit de parfois contenir ses émotions, de parfois réfléchir de la façon la plus rationnelle possible et de penser pour la boîte et non pas à titre personnel, tu vois. Donc c'est très dur de distinguer les moments où tu peux mettre de l'émotion et les moments où il faut un peu doser, et notamment aussi auprès de ton équipe, tu vois, quelle image tu dois renvoyer auprès de ton équipe quand tu commences à avoir une équipe de personnes assez volumineuse. Est-ce que tu peux être 100% transparent? Est-ce que tu peux montrer toutes tes émotions? Est-ce que tu peux montrer qu'une certaine partie? Donc je pense qu'il faut jauger, mais en général les extrêmes ne sont jamais bons. Trop émotionnel, ça irait pas. Aucune émotion, ça va pas. Mais je pense qu'il faut savoir quelle émotion tu peux divulguer, à quel moment, en face de qui, etc. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça s'acquiert via l'expérience? Et est-ce que ça aide le fait d'être 2 fondateurs aussi? Je sais pas si vous avez les mêmes tempéraments. Ouais. C'est marrant, on est très complémentaires. Okay. Donc là où Anthony va être bon, je vais être un peu moins bon et inversement. Et dans quoi t'es moins bon? Je suis moins bon dans la gestion de l'humain. C'est-à-dire qu'il va être un peu plus doux que moi. Okay. Et moi, je vais être plus rationnel et je vais aller plus droit au but et un peu trop froid par moment.
Et ça, t'as réussi, par exemple. Grâce à lui, j'apprends. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que c'est lui Exactement. qui te donne des tips ou même tu l'observes en fait? Tu vois ce que je veux dire? On apprend ensemble et il va à certains moments où j'ai pas été assez bon selon lui, il va me le montrer, il va me dire que j'aurais pu plus faire ci ou plus faire ça. Et à l'inverse, sur certains trucs où lui il est un peu moins bon, mais je vais lui dire attention, sur ça, je pense que tu aurais dû faire ça, on aurait été meilleur. Donc on apprend l'un l'autre, ça c'est hyper important. Mais après, c'est vrai que l'expérience, c'est aussi un apprentissage incroyable parce que ça te force à tous les jours à rentrer de nouvelles émotions, nouvelles compétences. Donc, t'apprends tous les jours. C'est une remise en question perpétuelle et ça ne marcherait pas s'il n'y a pas de confiance. On est d'accord? Ouais, il faut une. Vous n'êtes pas meilleurs potes, hein? On n'est pas meilleurs potes. Vous êtes potes ou même pas? On est potes. Vous êtes potes quand on même. On est potes, mais on se voit pas tous les week-ends. Ok. On se voit toute la journée de 9h à 19h. Il y a un truc très marrant, c'est qu'avec Anthony, on a une conversation WhatsApp sur laquelle on se parle tous les jours. Non-stop depuis que la boîte a été créée, mais je sais pas combien de messages il y a par jour, tu vois, je sais pas, des dizaines et des dizaines par jour, à tel point qu'on se dit même plus bonjour le matin, tu vois, t'as check ça. c'est comme s'il y avait une conversation qui ne s'était pas arrêtée depuis mai 2019, tu vois, donc on se parle constamment, c'est la personne à qui je parle le plus de toute ma vie, mais on n'est pas meilleurs potes au sens où on se voit tous les soirs, tous les week-ends, etc. Je pense qu'on se voit déjà pas mal assez la semaine, et puis en plus vous vous protégez? Non, mais l'un l'autre, est-ce que peut-être toi, t'as pas aussi envie de le faire chier avec tes problèmes perso parce que tu sais que le lendemain, vous avez une boîte à gérer à deux? On se parle des problèmes perso, on s'en parle, mais on est transparent là-dessus et j'étais à son mariage et il était témoin à mon mariage, tu vois, donc c'est pas un pote lambda, tu vois, on parle de quelqu'un qui est très important pour moi, mais je pense que on a aussi chacun notre cercle à nous et on a aussi envie, tu vois, de passer du temps avec d'autres personnes et donc on se voit déjà pas mal la journée, ce qui nous plaît assez bien, mais donc on a aussi du temps pour voir d'autres personnes. Il est midi pile, donc soit on arrête maintenant, soit on se prend 5 minutes. On se prend 5 minutes, vas-y. Allez. Bon, fake it until you make it. Certains le voient de manière péjorative. J'aimerais savoir, toi, parce qu'on en a parlé en amont, tu te sens comme un mytho? Non, je me sens pas comme un mytho. Qui aurait pu répondre oui à cette question? Ouais, c'est très péjoratif, je suis un gros bâtard. Non, je me sens pas comme un mytho. Mais fake it until you make it, c'est pour moi la capacité de pouvoir dire il y a un truc que je maîtrise pas forcément à 100%, où je suis pas sûr de pouvoir y aller. Et allez, je me donne un coup de pied, je vais y aller quand même, et je vais apprendre par la force des choses. Et peut-être que plus tard, avec du recul, je me rendrai compte que j'ai bien fait d'y aller. Et il y a plein de décisions comme ça, où parfois on se rend compte qu'il y a des clients où le business n'est pas forcément limpide, où on se dit est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner sur tous ses besoins, etc. etc. Et si on avait joué la carte de la sécurité en se disant non, attention, on n'y va pas parce qu'on n'est pas sûr à 100%, c'est des opportunités manquées. Donc l'idée, c'est de pouvoir jauger de si tu as confiance en toi, tu as confiance dans ce que tu fais, tu as confiance dans la qualité de ton service. Et si tu considères que la petite partie sur laquelle tu n'es pas sûr, tu peux quand même y arriver, à ce moment-là, il faut y aller. Mais c'est cet entrain, d'ailleurs, que les entrepreneurs doivent avoir, selon moi. Il faut ne pas avoir peur de certains trucs que tu sais pas faire à 100% ou sur lesquels tu n'es pas sûr, parce que sinon, tu vas jamais avancer. Et nous, il y a plein de situations comme ça, de fake it until you make it, où on se dit, tiens, on y va. On fait confiance à telle personne, tu vois, sur des recrutements par exemple, on y va, tel client nous a demandé telle prestation, on sait la faire, mais il nous a demandé tel délai, est-ce qu'on va y arriver? On n'est pas sûr, mais on va faire comme si on allait y arriver à 100%, et in fine, parce que tu n'as pas le choix, parce que tu t'es lancé, après coup, il y a un truc un peu magique qui fait que tu arrives et tu réussis, et avec du recul, tu te dis heureusement qu'on y est allé, parce qu'on a beaucoup appris, parce que maintenant on s'est développé de telle manière, etc. Il y a un truc qui est pas palpable dans ça, mais en même temps, tu l'as dit, tu as parlé de sécurité, au même moment, je parlais de prise de risque dans ma tête. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu dirais que le fake it, pas 100% des projets que tu as fake, peut-être sont arrivés à 100% de réussite que tu avais. Par contre, est-ce que tous ces projets, le fait de dire oui, tu vois, d'arrêter d'être mental ou cérébral et d'être dans l'action, ça te donne plus de confiance, ça t'enrichit là-dessus. Donc, c'est pas du tout palpable, mais c'est ta confiance en toi en tant qu'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Tu rentres dans une posture de quelqu'un qui est sûr de lui
parce que tu t'hésites moins sur des projets, tu dis go, on y va, puis tu t'embarques l'équipe avec toi. Et c'est pas négatif. C'est pas négatif, t'as une équipe, t'as des c'est pas personnes de la poudre de perlimpinpin. Non, t'as une équipe de personnes qui hésitent à aller sur certains projets ou pas, ils hésitent entre eux, ils discutent, et toi en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, tu les prends avec toi et tu leur dis on va y aller, on va y arriver, on va faire comme ci, comme ça, vous allez voir, on va y arriver. Et après coup, quand t'as du succès, t'as tout le monde qui en fait apprend de cette expérience-là en se disant ok, mais en fait la prochaine fois, eux aussi auront un peu plus ce mindset d'y aller, de faire les choses, tu vois, de dire d'un peu moins réfléchir, tu vois, sur les décisions. Tu t'as dit leader, je suis obligé de rebondir là-dessus. Tu te considères comme un leader? Pas tyrannique, je l'espère en pas. En tant qu'entrepreneur, je me considère comme un leader, oui. Pour moi, un bon entrepreneur est un bon leader. Pour être un leader, pour vouloir fédérer, encore une fois, des choses qu'on n'apprend pas, des choses qui se font sur le tas. Et pour pouvoir prendre tous ces risques, on dit qu'il faut un peu de folie. On dit que cette folie vient parfois d'un trauma, de choses qu'on a vécues. Je ne sais pas si tu peux nous partager un petit peu ça, mais tu arriverais à faire une corrélation entre des choses perso et la vie que tu mènes? Il y a un... Je sais pas si on peut appeler ça un trauma. C'est peut-être un événement marquant. Mais un événement qui n'est pas un événement précis, mais c'est la culture, l'éducation plutôt, je dirais, que j'ai eu de mes parents, qui sont tous les deux médecins, et qui m'ont dit dès le plus jeune âge, il n'y a rien de plus important que le travail. Et tout le reste passe après. Et c'est une phrase que j'ai entendue, je sais pas, des milliers de fois. Même la famille. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas. C'est une question que je veux poser à ma mère. C'est une bonne question. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il fallait prendre une décision, c'était d'abord le travail, le reste après. Et donc en fait, j'ai eu cette culture-là en gros, si je synthétise, en fournissant une quantité de travail assez forte et en se donnant et en s'arrachant la tête sur tes projets professionnels, in fine, t'arrives quand même à des résultats. Et donc, en fait, ce truc-là il faut se défoncer, il n'y a rien de plus important que le travail doit être au centre de ta vie. Quand j'ai lancé la boîte, c'est un peu ce qui s'est passé. Et j'ai fait que ça, et j'ai rien fait d'autre. Et on avait une quantité de travail avec Anthony qui était vraiment énorme. Et j'associe une partie du succès à ça. Et je pense que si on avait un peu moins travaillé, je dis pas qu'on se serait planté, mais on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc, j'allais dire la force d'exécution, mais même pas que, c'est aussi la résilience. Exécution, résilience, ouais. Et après, il faut bourriner, tu vois. Et je pense qu'il y a du volume horaire, en fait, tout simplement. C'est très pratico-pratique, mais même si tu es très bon en exécution, même si tu as de la résilience, en bossant 3 heures par jour, c'est compliqué de construire le prochain Facebook, tu vois. Donc, c'est quoi ton moment où tu as le plus douté, où vraiment tu t'es dit attends, je suis en train de consacrer toute ma vie, je vais vraiment y arriver? Ça peut peut-être paraître un peu prétentieux, mais on a rarement douté. Et ça, c'est parce que vous avez toujours eu la tête dans le guidon. Parce qu'on a eu depuis le début... Déjà, on a eu depuis le début des succès, des bons chiffres. On a une croissance qui est bonne depuis la création de la boîte. Donc ça aide quand même à pas douter. Mais évidemment qu'il y a eu des échecs, évidemment qu'il y a eu des problèmes. Tu vois, les recrutements dont tu parlais, voilà. Par exemple. On a vécu le Covid, tu vois, c'est pas simple. Le changement de régulation, on l'a vécu aussi, c'était pas simple non plus. Mais en fait, on est quand même dans un mindset qui va de l'avant, positif, où même face à des problèmes, on essaie de très vite apprendre de ces problèmes et savoir comment ne plus les répéter demain, et on passe à autre chose. Et on va pas ressasser, tu vois, constamment de ça va pas bien. Donc en fait, grâce aux chiffres, à la croissance, plus à un mindset positif, tu passes vite et tu doutes un peu moins. Et du coup, on attend avec impatience mars 2024. Non mais c'est ce que je disais. Et on pourra se reparler. Ouais, non mais tu vois, il y a des côtés, on dit, même des crises. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Donc là, c'est une nouvelle régulation, une opportunité. Bon, dernière question, promis. C'est quoi le conseil le plus sous-coté pour toi que tu aurais aimé entendre à tes débuts dans l'entrepreneuriat? J'ai presque envie de dire avant de rentrer chez Google, même si tu n'étais pas entrepreneur à ce moment-là. Mais juste pour voir ce que ça aurait planté dans ta tête. Dis pas de la merde. Non. Comme t'es... On est à 1 heure de grande écoute. Ouais, je fais ça. Non, un conseil, je pense que j'ai appliqué un peu trop tard, c'est le fait d'être un yes man. Tu vois ce que je veux dire? De dire oui un peu à tout. Ça va un peu avec le fake it until you make it, mais je dis ça dans le sens où quand les gens te proposent de te rencontrer, de prendre des verres, de faire des déj, quand il y a des gens qui t'approchent, tu vois, par LinkedIn, par mail, etc. Alors tu peux pas dire oui à tout le monde, mais je pense qu'il y a des opportunités manquées par rapport à ça. Et surtout quand dans une phase de démarrage, quand tu lances ta boîte, plus tu rencontres du monde, plus tu parles avec des personnes, plus tu réfléchis à des projets annexes, etc. Et plus ça peut créer des opportunités.
Donc je pense qu'on aurait pu tisser des liens avec de plus en plus de personnes, peut-être rencontrer des partenaires si on était un peu, non pas qu'on a été fermé, mais je pense que j'ai voulu être focus sur mon truc, exécuter au maximum avec des œillères, et en ouvrant un peu plus tu vois, les oreilles, tu peux un peu t'élargir et rencontrer plus de personnes, et ça peut être bénéfique pour la boîte. Mais il faut de l'humilité aussi pour dire ça, je trouve. Donc, et je suis grave d'accord. Et même si je dis oui à des choses, je pense qu'on le dit jamais assez. Est-ce que je te laisse sur ça? Je sais pas. Comme tu veux. Allez, vas-y, t'hésites, je sens, vas-y. Non, on va squeezer le board member. Je vais te poser cette dernière question. Habituellement, je te dis c'est quoi ta mission sur Terre, mais je vais te la poser différemment. Ouh putain, non, je vais pas la poser comme ça. J'allais te dire, tu voudrais quoi qu'il y ait écrit sur ta pierre tombale? Non, ça c'est dur. Horrible. Ça, Non, différemment. Allez, je vais prendre Jules qui est ton bras droit. Si je lui demandais là de me décrire un petit peu toi, Rémi, mais surtout en tant que CEO, tu vois, donc leader, qu'est-ce qu'il dirait? Est-ce que c'est que du positif? Non, il n'y a jamais que du positif. On est d'accord. Il y a toujours des choses à dire. Il dirait quoi? Il dirait que, on va commencer par le positif, il dirait que je suis quelqu'un de très pragmatique en tant que leader, très rationnel et très droit au but. Et donc, j'aime quand les choses vont vite, sont bien faites, bien exécutées. Voilà. Et ensuite, on avance et on passe à autre chose. Mais le penchant de ça, c'est que, c'est ce que je t'ai dit, ça peut parfois manquer un peu d'émotion. Et que du coup, dans un business où l'humain est très important et dans une équipe où tu collabores beaucoup, il faut aussi savoir mettre la bonne émotion au bon moment, tout en ne dénigrant pas sur ta qualité d'exécution et ta vitesse d'exécution. Donc c'est ça qui me manque moi aujourd'hui, c'est apporter un peu plus d'humain dans mes équipes, être un peu plus compréhensif et parfois faire la part des choses entre l'exécution, la performance et l'humain et la compréhension des gens qui m'entourent. Bah écoute, on va aller valider ça avec Jules. Hein. Non, je rigole. Appelle-le. Allez, viens ici. Bon, un grand merci, cher Rémi. Je crois qu'on a bien couvert pas mal de sujets. Et, je te laisse le mot de la fin. Moi, je termine souvent en disant un grand merde à mes auditeurs qui galèrent ou autres. Mais je te laisse leur adresser ton petit mot. Écoute, merci déjà pour l'invitation. Et puis, je pense que aux gens qui veulent entreprendre, il faut y aller, faut le faire, faut se lancer, quitte à se tromper, et surtout faut lier ça avec énormément de travail. Et je pense qu'avec énormément de travail et de l'engagement et une bonne exécution, même si la première idée sera peut-être pas la plus successful, la deuxième, la troisième, la quatrième, à un moment donné ça va le faire. Donc faut surtout rien lâcher et il faut bien charbonner. Et sur un malentendu, ça peut passer. Quel rêve. Allez, je t'ai fait plein de rêves de merde dans ce podcast. Mais bon, un grand merci Rémi. Merci et à toi. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.